Bonsoir, soyez les bienvenus dans Marque-Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ce soir pour le 8e épisode de la saison 1 de Marque-Page. 8e épisode qui aura pour thème un ouvrage incontournable de la littérature jeunesse. Et je ne parle pas d'Harry Potter, mais je parle bel et bien d'autre chose. Il s'agit de Le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Le Hobbit a donc été publié par J.R.R. Tolkien, autrement dit John Ronald Reuel Tolkien, le 21 septembre 1937 en Angleterre. Son titre original est The Hobbit, There and Back Again. Traduisez littéralement Le Hobbit, histoire d'un aller et retour, ou Le Hobbit tout court. L'ouvrage est publié en France près de 30 ans après son écriture par Tolkien, donc en 1969, plus de 30 ans après même. Donc 1969, c'est la première édition. En 2012, une édition revue et corrigée voit le jour. Sa maison d'édition principale française est la maison Bourgeois. Compte tenu du fait qu'il y a eu 2 éditions, Le Hobbit a eu droit à 2 traductions. La première ayant été effectuée par Francis Ledoux, donc pour la version en 1969. Et pour la version en 2012, c'est Daniel Lauzon qui s'y est collé. Le genre de Le Hobbit est fantastique. J'ai eu l'occasion de traiter cet ouvrage par l'intermédiaire de la plateforme Audible qui proposait du coup la version audio. Et la lecture durait approximativement 10h15. J.R.R. Tolkien est né le 3 janvier 1892 dans l'état libre d'Orange en Afrique du Sud. Je ne prononcerai pas la ville où il est né puisqu'elle est littéralement imprononçable. Vous irez voir sur internet, ce sera beaucoup plus simple pour vous. C'est un homme de lettres aux multiples facettes. Il est écrivain, poète, philologue. La philologie étant l'étude des langues via des articles littéraires, historiques et linguistiques. C'est également un linguiste et prof d'université. Il meurt le 2 septembre 1973 au Royaume-Uni, laissant derrière lui un univers colossal. J'insiste bien sur le terme colossal parce qu'effectivement, on le verra plus tard, il a vraiment créé un univers de fou. Ainsi que d'autres œuvres qui sont moins connues. Il est membre des Inklings, traduisez littéralement soupçon et encre. C'est un groupe littéraire qui s'est formé à l'université d'Oxford. Parmi les membres de ce groupe-là, on retrouve C.S. Lewis, Charles Williams et Tolkien. C'est un groupe qui est en activité entre les années 1930 et les années 1940. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder le documentaire fait par l'émission La Grande Librairie, donc qui est une émission diffusée sur France 5 et qui est également disponible sur YouTube. Vous aurez le lien en description. Ce documentaire s'appelle Tolkien, le Seigneur des écrivains. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Tolkien est prof de fac, philologue et linguiste, qui sont du coup 3 métiers qui l'aideront du coup à construire le dialecte particulier des elfes qui constitue une partie de son univers. En effet, dans la Terre du Milieu, donc qui est l'endroit où se déroulent toutes les aventures du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, la langue elfique est en vigueur. Elle est constituée par Tolkien de toutes pièces et elle est d'ailleurs mentionnée plusieurs fois dans ses œuvres. J'ai découvert le livre, donc le livre et plus largement l'univers de Tolkien, en 2012 lorsque j'étais au collège. Ceci est bien la preuve que Tolkien a mis en place, ou plutôt a créé, des œuvres qui sont littéralement intemporelles, puisque rappelons-le, la toute première version, la naissance, a lieu en 1937. J'ai découvert ça quand j'étais au collège, donc en 2012. Il s'est donc déroulé près de 50 ans entre le moment où je suis tombé littéralement sur l'univers de Tolkien et le moment où il a commencé à mettre en place son univers.
2012, c'est une année un peu charnière, on en reparlera tout à l'heure, mais Le Hobbit fait l'objet d'une réadaptation, donc d'une adaptation au cinéma. Et c'est donc par ce prisme-là que j'ai découvert Le Hobbit et plus largement l'univers de Tolkien. Et donc presque 10 ans après, j'ai lu le livre, puisqu'il n'y a qu'un seul tome. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais effectivement, Le Hobbit est un très gros livre unitaire qui constitue une partie de l'univers de Tolkien. En résumé, le Hobbit, c'est l'histoire de Bilbon Sacqué, donc un hobbit qui se fait aborder un matin d'automne alors qu'il est dans son jardin par un certain Gandalf le Gris, donc qui est un magicien de renom, connu dans le monde entier, y compris par les hobbits. Et Gandalf, s'il va voir Bilbon, c'est pas pour une visite de routine ou parce qu'ils sont potes. Non, c'est dans un intérêt très particulier et très clair. Celui de faire participer Bilbon à une aventure. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de reprendre possession de la montagne du Mont Solitaire, donc qui appartient à Thorin Écuchéne, qui est un nain. En théorie, s'il accepte, Bilbon serait le 14e membre de la compagnie de Thorin Écuchéne et il occuperait un rôle très important, celui de cambrioleur. Tout ceci dans un seul et unique but, récupérer du coup la montagne du Mont Solitaire et les trésors qui lui sont associés. Et Bilbon gagnerait bien sûr au change puisque il gagnerait une partie du trésor, donc un 14e. Et tout ceci présage donc un changement de vie assez important. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que les hobbits, ils ont une vie très plan-plan, très routinière, j'ai envie de dire, puisque les hobbits sont habitués à vivre dans leur trou. Et attention à ne pas considérer un trou de hobbit comme étant une tanière ou une grotte. Non, pas du tout. Selon les descriptions faites par l'auteur, ce sont des trous qui sont vraiment très accueillants, chaleureux et tout ce qu'on veut, mais il fait vraiment très bon y vivre. Une autre particularité des hobbits, c'est qu'ils détestent l'aventure. Alors, est-ce que Bilbon va finir par accepter de prendre part à cette aventure? Vous vous doutez bien que oui. Sinon, il n'y aurait pas de livre, mais il faut savoir que Bilbon n'est pas un hobbit comme les autres, puisque une partie de son sang est directement liée à la famille Took. La famille Took, c'est une famille très importante de hobbits, dont la caractéristique particulière est d'être aventureux, ce que ne sont pas les autres hobbits. Mes premières impressions pour ce livre, elles sont assez basiques, vaseuses, communes, appelez ça comme vous voulez, mais c'est simplement parce que je détaille un petit peu plus ma pensée dans la suite et notamment dans la section suivante qui est mon avis en fin de lecture. Mon premier axe de réflexion concernant mon avis en fin de lecture concerne bien sûr les hobbits. Alors, les hobbits, c'est tout simplement la pierre angulaire de la Terre du Milieu, c'est-à-dire que c'est le personnage central de la Terre du Milieu et plus largement de l'univers de Tolkien. Sans Hobbit, il n'y a pas d'univers qui tienne. Bien que tous les autres personnages soient importants, j'ai envie de dire, pour l'univers. Pour les personnes lambda comme vous et moi, les hobbits sont des créatures hors du commun. Mais pour Tolkien, ce n'est pas le cas du tout, puisque ce sont des petits êtres, donc ce sont des êtres vivants relativement proches des hommes qui vivent dans des trous gigantesques, voire luxueux. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le terme trou n'est pas à prendre au sens de grotte, endroit super sombre, lugubre où il fait pas bon vivre du tout. Au contraire, les hobbits font tout pour rendre leur trou, autrement dit leur maison, très accueillant et très chaleureux. Les hobbits, ils ont une vie bien rangée, où il n'y a rien d'étrange, rien qui dépasse. Ils ne supportent pas tout ce qui est rattaché à l'imprévu, tout ce qui relève de la bizarrerie, de l'étrangeté et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'aventure. Les caractéristiques que je viens de vous fournir sont des caractéristiques plutôt globales et générales qui concernent les hobbits. Ceci étant dit, chaque famille de hobbits a un caractère très particulier. Et comme je l'ai dit ici, l'arc narratif, j'ai envie de dire le choix fait par Tolkien et de se focaliser sur Bilbon Sacqué qui a, comme je l'ai dit, une partie de son sang Took, et donc les Took étant la famille la plus aventureuse de Hobbit. Mon deuxième axe concerne la compagnie de
Thorin Écutienne. Donc Thorin Écutienne, c'est qui ? Thorin, c'est tout simplement le chef de bande, si je puis dire, celui à qui appartient le Mont Solitaire et qui a extrêmement envie de le récupérer. C'est son seul objectif d'ailleurs. Mais pour ça, il a besoin d'être accompagné. Il monte donc, avec l'aide de Gandalf, une compagnie qui se sont tous engagés au péril de leur vie. Donc c'est-à-dire que leur expédition n'est pas sans risque puisqu'ils peuvent littéralement perdre la vie, disons, et donc ne plus jamais revenir. Et si on a une vision un petit peu plus terre à terre, ne jamais toucher ce qui leur revient directement et ne jamais voir le résultat final de leur bataille. La compagnie se compose de Bombur, Bofur, Nori, Dori, Glóin, Drain, Kili, Fili, Bifur, Ori, Oin, qui sont tous des nains, sans oublier Thorin, Gandalf, qui est un magicien, et Bilbo, qui est un hobbit. La suite de mes axes de présentation va suivre en fait la chronologie du livre par, j'ai envie de dire, grosse péripétie. La première de toutes étant la découverte de Gollum, la rencontre plutôt de Gollum ou la découverte de l'anneau unique. Comme je l'ai dit, c'est la première grosse étape du voyage. On rencontre Gollum une première fois, certes, mais on rencontre aussi l'anneau unique. Donc l'anneau unique, c'est l'anneau de Bilbon. L'anneau qui va l'aider à réaliser la quasi-totalité, voire la totalité des missions qui lui sont confiées par la compagnie. Au sujet de l'anneau et donc de Gollum, il y a une vigilance particulière de Gandalf. Et pourquoi ? Parce que finalement, même si Bilbo ne dit rien, Gandalf est au courant. Il sait qu'il y a quelque chose qui cloche, il sait qu'il y a anguille sous roche, comme on dit, et il sait aussi ce qui se cache derrière et ce pourquoi Bilbo ne dit rien. Tout simplement parce qu'il sait aussi que l'anneau unique a été retrouvé, il sait que Gollum l'avait et il sait, parce que c'est un magicien et que les magiciens dans cet univers savent presque tout, il sait que c'est Bilbo qui l'a récupéré. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où Bilbo a l'anneau en sa possession, Gandalf est très attentif aux jeunes hobbits. Et pourquoi ? Car l'anneau est un anneau maléfique. Pourquoi je dis un anneau maléfique ? Simplement parce que c'est pas un anneau classique. C'est un anneau qui permet d'être totalement invisible et, lorsqu'on le porte, d'avoir une très longue vie. C'est aussi un anneau qui a été forgé dans une montagne secrète et qui est la propriété d'un... je sais pas comment on pourrait appeler ça. D'un sorcier, d'un mage noir, je sais pas. Bref, de quelqu'un de très méchant, en clair, qui s'appelle Sauron. Alors Sauron, en réalité, on l'a jamais vu. On sait juste que c'est une entité qui finit toujours par tuer les personnes qui ont porté l'anneau, car il rappelle l'anneau à lui, et ramène l'anneau à lui, entre guillemets. L'anneau se sent rappelé par son maître, par son créateur, qui n'est nul autre que Sauron et à qui il se soumet et, à qui il est totalement dévoué. Oui, vous ne rêvez pas, je ne parle pas d'une personne, je parle bel et bien d'un anneau, d'une bague, appelez ça comme vous voulez. Dans le Hobbit, l'anneau est un anneau quasiment personnifié. Alors il n'est pas doué de sentiments, quoique, je sais pas, ça reste à creuser. À votre avis, est-ce que l'anneau est doué de sentiments ou pas ? Je ne pense pas, mais je pense qu'il a une vision, je pense qu'il a une part quand même d'humanité parce qu'il arrive quand même à prendre des décisions. Pas des décisions drastiques, j'ai envie de dire, mais des décisions quand même. Dans une moindre mesure, il peut décider ou non d'abandonner quelqu'un qui finit par dépérir parce qu'il a perdu l'anneau. Quand je dis il, c'est la personne qui porte l'anneau. Hein. C'est pas Gollum, c'est pas Bilbon, c'est une personne en général. Et donc du coup, quand je disais tout à l'heure que Sauron tue les personnes qui portent l'anneau, en réalité, c'est pas Sauron. C'est le désespoir qui finit par tuer les personnes qui portent l'anneau, puisqu'en fait, c'est le désespoir de l'avoir perdu. Mais en réalité, ils ne l'ont pas perdu, c'est simplement l'anneau qui a décidé et qui décide si oui ou non la personne peut continuer à le posséder ou pas. Sachant que la seule et unique personne qui le possède réellement, c'est Sauron. Mais bon, pour partie très focus, rattaché directement à l'anneau, on en parlera directement dans un prochain livre, voire dans une prochaine saga, à savoir Le Seigneur des Anneaux, qui est également écrit par Tolkien. Le nouvel axe concerne
concerne donc le deuxième personnage le plus important, celui de Smaug. Smaug, c'est qui ? Smaug, c'est un dragon très puissant qui a saccagé la ville voisine du Mont Solitaire avant de décider de faire du Mont Solitaire sa demeure. La ville voisine en question, c'est Dale. Avec ce personnage, l'objectif de Bilbon est de récupérer l'Arkenstone, autrement dit, le joyau du roi, ainsi que de déloger le dragon afin que Thorin et toute la compagnie puissent s'y réinstaller. Voilà à peu près le topo avec Smaug. Bien évidemment, c'est peut-être assez vite résumé et ça peut paraître simple, mais dans le livre, on a l'aventure, le topo dans le moindre détail qui est très clairement expliqué, décrit avec des dialogues presque haletants, j'ai envie de dire. Ça nous tient en haleine clairement et c'est peut-être un de mes passages préférés avec Gollum, j'avoue. Le troisième et dernier axe, le cinquième et dernier axe, mais troisième intrigue principale de ce tome, c'est la bataille des 5 armées. La bataille des 5 armées, c'est la bataille la plus importante pour la compagnie. Elle survient vers la fin du tome et elle se déroule au pied du Mont Solitaire, l'été de l'an 2941 du Troisième Âge. Pendant cette bataille, on voit s'affronter les nains des monts de fer, les elfes de la forêt noire et les hommes d'Erebor contre des gobelins des montagnes et des wargs, aussi appelés orques. Tous ces détails concernant la bataille des 5 armées, je les ai trouvés sur le wiki associé au Seigneur des Anneaux et au Hobbit. C'est lors de cette bataille, donc de la dernière bataille, que Thorin Écutcheon, qui aura passé toute sa vie à se battre pour récupérer le Mont Solitaire, ainsi que d'autres membres de la compagnie, perdent la vie. En conclusion, on peut dire que avec le Hobbit et tout l'univers qu'il y a autour, Tolkien a marqué des générations entières. Bien sûr, avec son univers et tout ce qu'il y a autour, donc comme je viens de le dire, tout ça est inimitable, c'est même une très grande source d'inspiration pour de nombreux auteurs et pour de nombreux univers, comme Harry Potter dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. C'est un best-seller, pourquoi ? Un best-seller est donc un très bon livre de manière générale, car il y a une très bonne intrigue, ce qui est très important, des personnages marquants, à l'instar de Bilbon le Hobbit, Thorin Écutcheon, Gollum, Smaug et j'en passe, du suspense, des moments palpitants où très clairement on ne sait plus où se mettre et on se demande ce qui va se passer, voire des fois on a tellement peur qu'on a envie de fermer le bouquin mais finalement on reste parce qu'on a envie de savoir ce que c'est, ce qui se passe. Et également à mon sens, ce qui fait du Hobbit un très bon livre, c'est une fin nuancée. C'est-à-dire heureuse mais réaliste, dans la mesure où tout le monde ne s'en sort pas. Il y a des morts. Pour moi, c'est important. Pourquoi ? Parce que un bon livre ne peut pas être un livre où tout se passe toujours bien. Puisque la réalité des choses et la réalité de la vie aussi, c'est que tout ne se passe pas toujours très bien. Bien sûr, sans aller jusqu'à la mort, puisque on ne souhaite pas la mort de tout le monde, bien sûr. Mais dans la vie, tout ne se passe pas toujours très bien et on traverse tous des épreuves. Et je trouve que c'est important de le faire transparaître aussi dans des fictions aussi importantes que le Hobbit. En ce qui concerne la tranche d'âge, je conseille de commencer à lire le Hobbit lorsqu'on a 10 ans et pas avant. Pourquoi ? Parce que avant, on est peut-être un petit peu trop jeune et immature émotionnellement pour lire des livres aussi forts, intenses et aussi longs aussi, puisque c'est très très long et très lourd. Il y a beaucoup de descriptions. Je sais que c'est ce qui m'a ralenti quand j'étais au collège et c'est ce qui a fait aussi que j'ai commencé à lire ça étant vraiment adulte, quoi. C'est un livre qui pourrait vous intéresser si vous êtes à la recherche de fantastique et si vous êtes fan par extension des univers fantastiques. C'est un livre qui pourrait vous intéresser, voire que vous avez déjà lu. Petit point négatif quand même, il y a des moments qui traînent en longueur parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de descriptions. Il y a assez peu de dialogue, même si le peu qu'il y a contribue clairement à la compréhension et au rythme du récit. Concernant le narrateur donc du livre audio, car comme je vous l'ai dit au début, j'ai eu l'occasion de traiter du Hobbit en livre audio, c'est Dominique Pinon qui prête sa voix. Dominique Pinon qui est un acteur français qu'on retrouve dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Cette lecture audio est proposée par la société de production Audiolib et est disponible sur l'application Audible ou en CD physique ou sur Amazon.
Entre 2012 et 2014, les sociétés de production New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer et une autre boîte dont je n'arrive pas à prononcer le nom se sont associées pour produire et réaliser la série de films selon l'ordre suivant. Donc quand je dis la série de films, c'est la série de films tirée du livre Le Hobbit, sachant que Le Hobbit est un livre unitaire et qu'il a donné naissance à 3 films. Le Hobbit, Un voyage inattendu, sorti en 2012. Le Hobbit, La désolation de Smaug, sorti en 2013, et Le Hobbit, La bataille des 5 armées. Si vous avez réussi du coup à faire le lien avec la manière dont j'ai construit mon avis en fin de lecture et ce que je viens de vous dire là, je me suis très clairement appuyé sur les intrigues des 3 films pour constituer en gros mes 3 axes principaux en termes d'intrigue pour le dérouler, puisque les 3 films suivent la chronologie avec quelques détails en moins bien sûr du livre. En 2017, les éditions françaises originales du Hobbit Christian Bourgeois publient un livre illustré du Hobbit. Les illustrations viennent de Tolkien lui-même. Concernant le petit plus, comme je l'ai déjà énoncé tout à l'heure, le Hobbit a eu le droit à 2 éditions, donc l'édition originale et la réédition la plus récente, la dernière, celle à laquelle nous avons eu droit en 2012, soit 75 ans après la parution originale. Des changements sont à observer, comme par exemple l'amélioration du lexique, du vocabulaire utilisé, un changement en termes de tournure de phrases, un changement également en termes de traduction des termes spécifiques. Donc par termes spécifiques, j'entends bien sûr les termes spécifiques à l'univers de Tolkien, comme par exemple les wargs ou les elfes, les noms des nains, le nom de Bilbon, de Gandalf, etc. Bon, pour Gandalf et Bilbon, on n'y a pas trop touché, mais pour les termes spécifiques comme par exemple les wargs, j'en suis sûr. On a même une note d'information en début de lecture, avant même de commencer le premier chapitre. La cause de cette réédition s'explique très clairement par la sortie des films. C'est la fin de ce 8e épisode de Marque-Page. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, continuez à lire et prenez soin de vous. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre via mes réseaux sur Facebook et Instagram en tapant le Temple des mots. L'ensemble des liens et des comptes cités, des sources, etc. sont disponibles en barre d'infos de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marque-Page. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.